Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième et j'espère seconde partie du wrap-up de mars. Je commence dès maintenant avec les livres. J'ai lu plusieurs formats graphiques pendant ce mois, à commencer par Les yeux fermés de Héloïse Martin, Baptiste Magontier et Valentine Delucy qui est sorti chez Dupuis au début du mois, qui va nous relater un week-end où une famille se retrouve lors d'une célébration et il s'avère que dans cette famille, l'une des enfants, qui est désormais adulte, a été victime d'inceste lorsqu'elle était jeune. On va voir les non-dits, toutes les choses qu'on préfère taire dans une famille et la difficulté de l'acceptation d'actes aussi horribles que ceux-ci au sein d'une famille nucléaire, notamment de la part des anciennes générations. J'en ai brièvement parlé dans un vlog il y a quelques semaines et normalement je vous l'aurais mis ici ou là. Je vous invite à lire cette bande dessinée, surtout si c'est des sujets qui vous touchent. Après, je vous laisse bien évidemment des trigger warnings, mais je trouve que les dessins apaisent beaucoup le sujet initial du livre et j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de respect, notamment parce qu'il me semble que l'une des autrices a vécu cette situation, qu'elle raconte sa propre histoire. Malgré tout, je trouve que les personnages étaient très peu creusés, mais je pense que ce n'était pas la volonté des autrices et auteurs. C'est très important à mon sens qu'on mette des sujets tels que celui-ci en avant, donc je vous encourage à le lire si ça peut vous intéresser. Autre graphique que j'ai lu, il s'agit du 4e tome de Heartstopper de Alice Oseman, et dans celui-ci, on va suivre Charlie et Nick, qui vont encore plus s'endiguer dans cette relation. On va beaucoup se focaliser sur les TCA de Charlie, donc son anorexie et notamment son suivi en hôpital psychiatrique. C'est un tome qui m'a énormément touchée, comme vous pouvez vous en douter. Toute la narration et toute la relation étaient beaucoup plus creusées que dans les tomes précédents. Cependant, je trouve qu'il y a certaines cases qui étaient lacunaires au niveau du dessin. C'était beaucoup moins appuyé, beaucoup moins recherché. Pour autant, la narration a vraiment tout rattrapé. Je vous conseille très grandement de le lire. C'est vraiment mon préféré jusqu'alors. Donc, je suis très heureuse de l'avoir lu et j'ai grand hâte de lire la suite. Et le dernier graphique que j'ai lu, il s'agit du Champ des possibles de Anaïs Bernabé qui va revenir sur une thématique très intéressante à l'heure actuelle puisqu'il s'agit de la réalité virtuelle. On va rencontrer une jeune femme qui est mariée dans la vraie vie et qui un jour va s'initier à la réalité virtuelle qui est très en vogue. Elle va créer une relation très proche, très intime avec un homme au sein de ce monde parallèle. Je pense que vous verrez à la couverture qui sera affichée à quel point les couleurs peuvent être vives et belles. C'était sublime au niveau des dessins. J'ai adoré toute l'ambiance dans laquelle elle nous a plongé et même si du côté réel et du côté virtuel il y avait énormément de couleurs similaires, et bien je trouvais qu'il y avait une très belle distanciation entre les deux. Il y a une différence de traits et de technique de dessin sur laquelle j'ai pas forcément mis les noms qui faisait qu'on était immergé dans l'une ou dans l'autre, qu'on pouvait avoir une empathie avec une possibilité ou une autre. J'ai pas envie de trop vous en dire étant donné que c'est un roman graphique qui est notamment destiné à la jeunesse mais qui est aussi très court et je ne peux que vous encourager à lire, que ça soit par tous les questionnements qu'il pose et toute l'immersion qu'il amène. Donc je vous le conseille très franchement, que ça soit pour vous ou pour les plus jeunes que vous pouvez connaître. J'ai reçu au début du mois en format numérique de la part de l'Atalante et je les en remercie, Super méchant débutant de John Scalzi. Il s'agit, comme vous pouvez vous en douter étant donné que ça vient de l'Atalante, d'une science-fiction. Et afin d'être clair, je vais vous en lire le résumé. Une nouvelle inattendue vient ébranler le quotidien de Charlie, qui végète entre son pub préféré de la banlieue de Chicago, son divorce et son boulot alimentaire. Son oncle Jack, magnat de l'industrie du stationnement, est mort, en faisant de lui son héritier. Est-ce la fin des ennuis ? Loin de là. Point de parking dans son héritage, mais une base secrète au fond d'un volcan, sur une île paradisiaque où se trament les pires machinations. Charlie ne s'attendait pas à ça en rentrant chez le notaire, encore moins à des négociations syndicales avec des dauphins augmentés. Dans ce livre, on va avoir des intrigues assez farfelues et cet auteur va se faire rencontrer la réalité avec des éléments totalement capillotractés. Et sa plume va les servir. On va donc rencontrer Charlie qui va mener sa barque et qui, lorsqu'il va arriver chez le notaire, va se voir attribuer une base plus ou moins militaire
en Suisse. Il va rencontrer énormément de manias, de personnes qui sont dans cette base. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai eu l'impression de rencontrer des directeurs de start-up pendant tout le long de ma lecture. Il y avait tout un dialecte de businessman auquel je n'étais pas du tout amenée en règle générale. Et tout cela était servi par l'humour que Scalzi insère dans son récit. Pour ce qui est de mon appréciation du livre, il y a des fois où j'ai ri, où j'ai souri. J'ai trouvé ça grotesque dans le bon sens du terme, et d'autres fois où je n'étais pas du tout en accord avec ce qui était dit et que ça me semblait trop loin de ce à quoi je m'attendais. Il y a eu quelques longueurs et les 80 dernières pages ont été relativement trop rapides à mon sens. Je pense que si vous aimez l'humour absurde, ça pourra vraiment vous plaire. Personnellement, je ne suis pas une énorme adepte de science-fiction. J'ai découvert plus ou moins la science-fiction qui pouvait me plaire avec, bien sûr, notre très chère Becky Chambers, et je pensais retrouver quelque chose dans cette ligne. Ce n'est pas le cas ici. Je pense tout simplement que ce livre ne m'était pas destiné. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ensuite, je vous parle très brièvement d'un livre que j'ai écouté mais que j'ai également en format papier, qui est publié chez Point et qui s'appelle Beyrouth-sur-Seine. Dans ce livre, Sabine Goussoub va interviewer ses parents. Ses parents sont issus de Beyrouth et toute sa famille l'est également. Ce jeune homme a grandi en France. Il va leur poser énormément de questions sur le Liban, la question de l'immigration et sur toute la violence qui règne dans ce pays. On va enchaîner le récit de ce pays à travers ses yeux, à travers les dires de ses parents, et on va poser beaucoup de questions, que ça soit la place des Libanais au sein de tous ces conflits, que ça soit la réception de la population immigrée en France, que ça soit la vision des Occidentaux par rapport à ces peuples. Ça retrace vraiment les origines à travers les générations antérieures. J'ai apprécié le regard sur le parcours parental, sur toute la question des liens entre les générations, entre Liban et France. Il va aussi revenir sur les différences démographiques, géographiques, et ça c'est un point qui m'a beaucoup plu. De plus, le parallèle entre le temps et le lieu a permis d'amener un nouveau regard sur le discours qu'il nous donnait, puisqu'il y a beaucoup de créations, de récits, d'enquêtes par rapport à la question du Liban, mais ici c'est de façon très personnelle et très intime qu'il nous la livre, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Cependant, j'émets quelques réserves quant à la dyschronologie, la discontinuité du récit. Entre les années 70, l'état actuel des choses il y a 2 ans, puis 10 ans plus tôt, eh bien j'avoue qu'il m'a un peu perdu dans son discours, et c'est ce qui m'a plus ou moins déplu. Cependant, le fait qu'il se livre à ce point à un public, à un lectorat, je ne peux que le féliciter et je suis très heureuse de l'avoir lu puisqu'il trônait de ma bibliothèque depuis quelques mois. Je vous parle ensuite d'un livre qui m'a été envoyé par l'Iconoclaste et plus précisément la collection Proche, puisqu'il s'agit du livre de Benoît Gallo qui est le conservateur du Père-Lachaise et qui s'appelle La vie secrète d'un cimetière. Dans ce livre, Benoît Gallo va nous livrer son quotidien et toutes les anecdotes qui y sont liées quant au lieu où il travaille, c'est-à-dire le cimetière du Père-Lachaise. C'est un lieu illustre qu'on connaît, que ce soit de nom ou pour l'avoir visité, et à travers ce livre, il va, au-delà de son quotidien et de son métier, nous révéler toutes les légendes, tous les visiteurs qu'il peut rencontrer, l'attraction qu'il y a autour de ces lieux, autour des personnes qui y sont enterrées. Ce qu'on ressent dans ce livre, c'est que Benoît Gallo porte un amour prégnant, que ça soit pour la culture en règle générale, mais aussi pour toutes les personnes qui sont faites de la culture de la ville de Paris et des lettres et des arts et qui sont enterrés ici. Ce qui se dégage de cet écrit, au-delà de toutes les anecdotes qu'il va nous donner, c'est surtout le besoin d'humanité que Benoît Gallo prône et cherche. On le sent dans ces pages, c'est que aussi étonnant que ça puisse paraître, il cherche à créer du lien avec les gens qui l'entourent, avec ses collègues mais aussi avec les visiteurs, avec nous-mêmes, lecteurs, et notamment grâce à son compte Instagram qui s'appelle La vie au cimetière et que je vous invite à aller regarder si vous voulez en savoir plus. J'ai beaucoup apprécié, ça a été une véritable balade dans ces lieux et si ça vous intéresse de découvrir l'histoire d'une nouvelle manière, je ne peux que vous encourager à le lire. Ensuite, je vous parle d'un autre livre qui m'a été envoyé par la collection Proche dans le cadre du prix des lectrices Vox et Proche. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quel livre je vais parler. Il s'agit de Mon mari de Maud Ventura. Dans ce livre, on va suivre une narratrice qui ne sera pas nommée. Cette susdite narratrice est absolument folle amoureuse de son mari avec qui elle est mariée depuis 15 ans. Je vais vous lire le résumé pour vous donner un ordre d'idée. Elle a la vie dont elle rêvait, une belle maison, 2 enfants, l'homme idéal.
Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « mon mari ». Pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle s'impose une discipline de fer pour entretenir la flamme. Elle l'observe, note ses fautes, tend des pièges, le punit en conséquence. Elle est follement amoureuse de lui, jusqu'au jour où, évidemment, elle va trop loin. Ce livre, je vous l'ai dit dans un vlog précédent, c'est un uppercut. Je l'ai absolument adoré, c'est l'un des premiers coups de cœur de l'année. Cette narratrice est tellement peu agréable, il est tellement difficile de se relier à elle dans sa folie, dans son investissement dans son couple, mais surtout dans cette figure de mari qu'elle porte nue. Pendant tout le long du livre qui va se dérouler pendant une semaine, on va avoir le droit à toutes ces situations aussi banales du quotidien qui vont prendre une dimension absolument énorme. Je n'ai pas arrêté dans ce livre de me poser des questions, de me demander où ça allait aller, et elle m'a emporté sur une voie à laquelle je ne m'attendais absolument pas. L'épilogue est exquis, je ne peux que vous encourager à le lire. C'est drôle, c'est piquant, c'est sarcastique et ça révèle tellement de choses qu'on n'aime pas quand on est dans une relation. Elle a un humour tellement décalé au-delà de toute cette intrigue qui m'a porté avec elle. J'ai adoré toutes les références qui étaient faites. C'est-à-dire qu'on a à la fois du Supertramp ou du Sale Ironie qui sont cités. Elle est moderne et ça se sent dans toutes les pages et ça se lit directement à tous ces récits qui m'intriguent de plus en plus et qui sont les Unhinged Woman ou les Female Rage Books. Ça m'a vraiment tenu en haleine. Encore une fois, lisez ce livre. Lisez ce livre. Ensuite, je vais revenir sur 2 livres que j'ai lus et que je vais vous présenter en même temps puisque je ne vais pas trop m'étendre sur eux étant donné qu'un vlog que vous verrez sera paru à leur sujet. Il s'agit de ces 2 livres qui sont Une soirée de Annie Dupéret et Printemps et autres saisons de Le Clésio. Ici, il s'agit d'un recueil de nouvelles de Le Clésio qui va revenir sur tous ces thèmes qu'il adore, c'est-à-dire l'amour, le voyage et tous ses récits de vie. Je trouve qu'il a une plume extrêmement poétique, c'était la première fois que je lisais du Le Clésio. Cependant, je trouve qu'il s'inscrit dans une tradition et un traditionnalisme de la langue française. Il y a quelques petits éléments qui m'ont dérangé, notamment sa vision des femmes et la manière dont il les décrivait d'un point de vue interne, notamment dans la première nouvelle où il sacralise ce moment où il y a la première menstruation d'une jeune fille et à mon sens, en le décrivant d'un point de vue interne, il y a vraiment un regard masculin qui est délivré. Je ne sais pas si ça sera très clair. Je vais m'arrêter là pour vous parler de cet ouvrage. Vous en verrez plus dans une prochaine vidéo. Et ensuite, j'ai lu une petite nouvelle de Annie Dupéret qui est donc La soirée. Dans ce livre, Annie Dupéret va revenir sur une soirée et un triangle amoureux, mais je vais m'arrêter ici pour vous en parler. Le dernier livre que je vais vous évoquer, il s'agit du recueil de poèmes de Lana Del Rey. C'est donc un recueil de poèmes qui est relativement court, où Lana Del Rey va nous parler à la fois de LA, qu'elle apprécie, de tous ses paysages et surtout de ses relations amoureuses. Ça va être entrecoupé avec des images, avec des photos qu'elle aura prises elle-même. Lana Del Rey, je n'en suis pas une fan incommensurable. J'aime la plupart de ses albums et ce qui est certain, c'est qu'il y a une atmosphère qui se dégage de ce qu'elle fait. J'ai été touchée par certains des textes, mais d'autres m'ont semblé si décousus, si confus. Il y a des fois où j'ai cru qu'il y avait des coquilles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mélodicité qui transparaît. Il y a également cette atmosphère dont je viens de vous parler, mais j'ai eu du mal à m'intégrer à tout ce qu'elle racontait. L'autre point sur lequel je n'ai pas envie de m'attarder, c'est qu'il y a eu beaucoup de répétitions et que les textes autour de son histoire d'amour étaient quand même assez redondants. C'est un ouvrage que j'ai apprécié, mais est-ce que je vais le recommander à toutes et tous? Je ne pense pas. Aussi, je voulais poser une question. Est-ce que cet ouvrage aurait été publié tel quel si ça n'avait pas été Lana Del Rey? Je n'en suis pas certaine. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire et on pourra en parler si vous voulez. Je passe désormais au film et je vais vous parler du film que j'ai vu au cinéma ce mois-ci. Il s'agit de Il reste encore demain, qui est un film italien. On va suivre Delia, qui est une femme au foyer dans l'Italie d'après-guerre. Donc sa fille est sur le point de se fiancer à un jeune garçon qui est bourgeois dans ce petit village d'Italie dans lequel elle réside. C'est un moment qui va bouleverser son quotidien. De plus, elle va recevoir une lettre dont on ne connaîtra pas le contenu jusqu'à la fin du film. Delia est une femme qui est malmenée, qui est battue par son mari, qui est odieux, horrible. On va voir des paysages bucoliques dans ces petits villages reculés et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le fait que le film soit en noir et blanc, ça nous plonge vraiment dans toute cette atmosphère de cette époque d'antan. Ça montre la condition des femmes à cette époque. Ce que j'ai adoré, c'est ces moments où justement
l'homme ne cesse de battre sa femme, supplanté par de la musique extrêmement entraînante qui prêterait plutôt à danser et à des moments de liesse. C'était très très bien joué et ça permettait d'appuyer encore plus le propos qui était la condition des femmes à cette époque. Je pensais simplement voir une fable autour de cette époque révolue et le film s'est clôturé sur une scène qui posait de nouvelles questions auxquelles je ne m'attendais pas. C'est ce qui a donné d'autant plus d'essor à mon visionnage. C'est un film tout simplement sur la révolte silencieuse et sur la voix qu'on peut porter sans le montrer. J'ai pas envie d'en dire plus et je pense que si vous l'avez vu, vous comprendrez de quoi je veux parler. Mais si ce n'est pas le cas et s'il est encore affiché dans votre cinéma, je vous conseille très vivement d'aller le voir. Ensuite, je vous parle d'un podcast d'un de mes compères de YouTube, puisqu'il s'agit de Demi-Molle, qui est tenu notamment par notre très cher Flowfly et Momotte, qui est une amie à lui. Ils vont parler de produits culturels en règle générale et de ce qu'ils rencontrent au quotidien. Je vous encourage donc très vivement à aller écouter le premier épisode et ceux qui paraîtront à la suite, d'autant plus puisqu'il s'agit de notre très cher Floris. Ce sur quoi ma caméra va me lâcher, donc je vais vous laisser et on se retrouve tout de suite pour vous. J'ai retrouvé mon souffle pour vous parler ainsi qu'un café. J'espère que ma caméra, quant à elle, aura assez de batterie pour que je puisse terminer cette vidéo. Et je passe désormais aux créatrices de contenu que j'ai pu découvrir pendant ce mois. J'ai découvert beaucoup de chaînes anglophones, notamment Katerina Rem, qui vient tout juste de lancer sa chaîne, ou du moins depuis la fin d'année dernière. Elle parle à la fois de choses qui sont assez communes dans les chaînes anglophones que l'on peut voir, beaucoup de littérature contemporaine, elle fait des wrap-up, elle fait des recommandations thématiques, elle a toujours des idées très inventives dans ce qu'elle nous propose. J'ai un plaisir indéniable à l'écouter parler de toutes ces recommandations littéraires, donc je vous conseille très vivement d'aller regarder sa chaîne. Ensuite, je vous parle d'une chaîne canadienne, Plant-Based Bride. Elle fait beaucoup de vidéos sur ses journaux, Reading Journal et Bullet Journal, mais elle fait aussi des vlogs très longs sur des recommandations littéraires. Elle fait beaucoup de vlogs thématiques. Moi, j'ai notamment regardé ceux sur les Goodreads Choice Awards, sur les livres de Dark Academia. Elle aime beaucoup de littérature assez étrange, notamment des livres d'horreur, des choses un petit peu macabres. J'aime de plus en plus ce type de littérature, je crois, donc je suis tout à fait comblée avec son contenu. Elle a des avis très tranchés et c'est aussi un parti pris que j'apprécie énormément. Je vous encourage à aller la regarder, d'autant plus qu'au-delà de ce qu'elle raconte, je trouve que ses vidéos sont très bien montées et très bien filmées. Et enfin, la dernière créatrice dont je vais vous parler, il s'agit de quelqu'un qui est francophone et qui nous vient de la belle province, puisqu'il s'agit de Karine de Mon Coin Lecture. Karine, je l'ai découverte grâce à sa vidéo pour le Shiny Spring Challenge. Elle a beaucoup de littérature contemporaine dans ce qu'elle propose. J'adore sa manière de dire à quel point elle a apprécié ou non un ouvrage. Au-delà de ça, je trouve qu'on a des lectures qui sont relativement communes et j'adore l'écouter parler, tout simplement. Donc je vous encourage à aller la regarder si vous ne la connaissez pas. C'est vraiment une chaîne dont je me délecte, comme toutes celles que je viens de vous évoquer. Dernière catégorie, il s'agit des moments. Ceux que j'ai envie d'évoquer, c'est les lives de Snodza, qui fait beaucoup de Read With Me notamment, ce qui me permet d'avancer dans mes lectures. Mais j'apprécie aussi les moments d'interaction avec elle dans le chat. Et ça va aussi se lier à un autre instant plus ou moins de mon mois, ou du moins un highlight, c'est les interactions que je peux avoir avec vous. J'ai eu beaucoup d'échanges avec vous, beaucoup d'échanges avec des personnes qui créent également, et elles se reconnaîtront. Mais je suis quelqu'un de relativement solitaire en règle générale, et pouvoir créer du lien, même à distance, eh bien c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. C'est sur une note tout à fait émotionnelle que je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle aura peut-être été un petit peu décousue. Si c'est le cas, je vous invite à aimer, commenter, vous abonner, venir me parler sur Instagram, aller regarder mes lectures sur Goodreads si ça peut vous intéresser. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!